Voilà. Bon, alors les amis, oui, bon, comme on en avait convenu, on fait donc une petite formation sur l'histoire du Parti communiste français. Je l'ai découpé en quelques séquences, parce que c'est évidemment impossible, comme ça, en une fois, de parcourir 100 ans d'histoire, et même les prémices, ça ferait même 200 ans d'histoire du socialisme. Je souhaite d'ailleurs que sur les prémices, vous m'interrogez dans la discussion pour ne pas être trop long, et je vais donc commencer après la Commune de Paris, alors que j'avais préparé, parce que c'est trop long. C'est trop long, j'ai regardé, ça ferait trop long. Voilà, puisque je veux me tenir entre 45 minutes et 1 heure. Au lendemain de la Commune de Paris, la République existe, et cette République, elle est la fille de la Commune par des gens qui l'ont eux-mêmes massacrée. C'est une des contradictions. C'est-à-dire que pour faire pièce aux bonapartistes, de Napoléon III, aux orléanistes et aux monarchistes, qui sont très nombreux encore, l'arc complet des républicains est nécessaire. Et donc, les premiers socialistes et les premiers mouvements socialistes qui sont très éclatés, au lendemain de l'amnistie en 1880 des communards, un certain nombre de dirigeants socialistes qui n'ont pas été tués rentrent, et de nouveau, une nouvelle génération existe aussi. Il faut bien voir quand même que c'est sans doute 30 000 morts qu'il y a eu dans la Commune de Paris ont fait que les principaux leaders du mouvement ouvrier ont été tués. Varlin, Tolain, Delescluze, etc. Si vous voulez, on en parlera. Je ne peux pas là. Mais ça a été le premier gouvernement ouvrier. Et donc, les idées du marxisme pénètrent en France, alors qu'ils n'avaient pas pénétré. Marx était connu. La première internationale a été créée par Marx en 1864 et la section française de la première internationale 3 mois plus tard, en 1865, avec Varlin, Tolain, Fribourg, un certain nombre d'ouvriers parisiens et des sections dans certains endroits, notamment à Lyon, dans le Jura, dès le début. Et je vous invite d'ailleurs tout à fait à aller rue de la Corderie, voilà, voir le siège de la première internationale qui existe toujours dans le fond d'une cour. C'est très émouvant quand même de voir. Voilà. Mais autant Marx était connu et Engels, autant les idées de Marx ne l'étaient pas. Alors même que le manifeste communiste avait été écrit en grande partie à Paris, puisque Marx était exilé de 1843 à son expulsion en février 1848 à Paris, les épreuves arrivaient à Paris pour qu'il les relise. Voilà. Mais personne, quand on regarde, c'est très intéressant, est-ce que quelqu'un avait lu le manifeste communiste de Marx, qui est le premier acte fondateur du communisme moderne? Voilà. Personne ne l'avait lu des acteurs de la Révolution de 1848, très peu avaient dû le lire en 1871, pas dans la Commune, et la théorie économique et politique de Marx, y compris même de ses propres compagnons de la français de la première internationale, était très peu connue. Elle n'a pas influé, si vous voulez, sur la Commune de Paris. Les dirigeants révolutionnaires français et parisiens ne connaissaient pas le marxisme. Ça n'est qu'après la Commune, au début, à la fin des années 70, notamment avec Paul Lafargue, qui a épousé lui-même une des filles de Marx. C'est quoi ce qu'on appelle la première internationale? La première internationale, ça a été la première tentative par Marx de créer une association internationale des travailleurs pour fédérer tous les révolutionnaires du monde, mais essentiellement d'Europe. Et elle a été créée, cette idée existait depuis les années 1840. C'est d'ailleurs les révolutionnaires d'Europe qui ont demandé à Marx, qui était déjà connu, qui était donc un exilé et réprimé par les Allemands, donc qui était en exil à Paris, et qui lui ont demandé à Marx et Engels de rédiger un manifeste pour cela. Mais finalement, l'internationale n'a été créée que, et c'est ce qu'on appelle le manifeste du Parti communiste, qui a été édité pour la première fois en allemand et en anglais en 1848. Pendant que la Révolution se déroulait un peu partout en Europe. Voilà. Mais qui a été, comme je le disais, pas connu du tout en France. C'est quelques centaines d'exemplaires. Voilà. Et l'association elle-même, l'organisation elle-même, qui est la première embryon d'une organisation mondiale des révolutionnaires, voilà, a été créée en septembre 1864 à Londres, par Marx, qui à ce moment-là était en exil à Londres. Des Français ont été là-bas et ont ensuite créé, 3 mois plus tard, début janvier, tout début janvier, les premiers jours de janvier, l'Internationale des travailleurs en France, et notamment la section parisienne, qui s'est installée d'abord
rue des Gravilliers et ensuite rue de la Corderie. Voilà. Et un certain nombre de ces ouvriers, qui étaient des hommes extrêmement cultivés, extrêmement intéressants, ont ensuite été parmi les acteurs de la Commune de Paris, parmi les principaux dirigeants de la Commune ouvrière de Paris. Voilà. Donc, parce que j'ai peur de me perdre et de ne pas aller assez vite. Vous pourrez m'interroger après sur ces prémices, si vous voulez. Voilà. Mais au lendemain de la Commune de Paris, un mouvement socialiste se crée. Lui, il commence à être influencé par le marxisme. Il est extrêmement éclaté. Il y a plusieurs groupes, je n'ai pas envie d'en parler là, on pourra en parler après. Dans le même moment, le même mouvement se fait avec cette nouvelle classe ouvrière, avec ces grandes entreprises qui sont nées, se fait aussi dans le syndicalisme. Voilà. Et le premier congrès de la CGT, fondant une Confédération Générale du Travail, a lieu en 1895 à Limoges. C'est le congrès fondateur de la CGT, qui grosso modo réunit deux ruisseaux, si vous voulez. Le premier ruisseau, qui est plutôt un ruisseau territorial, c'est ce qu'on a appelé la Fédération des bourses du travail, c'est-à-dire qu'un peu partout, et notamment là où il y avait des municipalités de gauche ou socialistes, mais même de droite parfois, les ouvriers demandaient un endroit où se réunir. Ça a donné lieu d'ailleurs à cette organisation de la CGT qui aujourd'hui est à la fois territoriale et professionnelle. À la CGT, à la direction de la CGT, il y a des représentants des départements et il y a des représentants des fédérations d'industrie. Et donc, ces fédérations d'industrie, les plus anciennes d'entre elles, des vieux métiers, du bois, des tauliers, des cochers qui ensuite sont devenus des taxis, tout ça, on fait aussi, mais aussi les mineurs, bien sûr, mais aussi les cheminots, ont fait la CGT, la première CGT en 1895. Et ensuite, dans le débat, en 1906, il y a eu un certain nombre de congrès de la CGT, je vous passe, hein, et en 1906, il y a eu un congrès à Amiens où a été adoptée la charte d'Amiens, précisément, qui a donné ses traits spécifiques au syndicalisme français, de lutte des classes, de lutte pour la disparition du salariat et du patronat, et d'une indépendance sourcilleuse vis-à-vis des organisations politiques. C'est ce qu'on a appelé la tendance socialiste révolutionnaire. Pourquoi ? Parce que d'une part, les organisations politiques en question étaient divisées, car dans la deuxième internationale qui a été créée dans les années 1880, même si les idées marxistes prévalaient, il y avait également un fort courant anarchiste, libertaire, qui est d'ailleurs très intéressant à étudier, je veux dire, voilà, et ça a donné lieu à des combats féroces entre les deux lignes, voilà. Et aussi parce que, parallèlement, le Parti socialiste s'était, lui, réunifié pour la première fois en 1900... Je regarde, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, je crois que c'est 1905, oui, c'est ça, l'unification du Parti socialiste, c'est-à-dire un an avec la charte d'Amiens. Et donc, ce Parti socialiste a fait la synthèse entre république et socialisme, entre patriotisme et internationalisme, entre marxisme et héritage de la Révolution française. Il a comporté à la fois les partisans de Jean Jaurès, qui, lui, en 1904, avait créé son propre journal L'Humanité, voilà, et les partisans de Jules Guesde, qui étaient majoritaires, d'ailleurs, minoritaires dans la CGT, mais majoritaires dans le Parti socialiste, et qui avaient une connaissance du marxisme, mais assez sectaire, assez mécanique, pour aller vite, excusez-moi. Voilà. Et tout le monde pouvait voir dans la classe ouvrière française qu'il y avait un grand écart entre les paroles et les actes d'un certain nombre de parlementaires, ce qui inquiétait beaucoup. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait des gens, je peux donner les noms, Alexandre Millerand, Aristide Briand dans ses débuts, qui était socialiste, qui appelait à la grève générale, aux barricades, enfin un peu comme Michel Rocard en mai 68, si vous voulez. On n'était jamais assez à gauche, et qui avait ensuite une pratique de collaboration de classe, vous voyez, qui était détestable. Ce qui a fait des controverses célèbres dès les années 1900 entre Jules Guesde et Jean Jaurès, qui sont les deux grands hommes de cette époque, où chacun avait un peu raison, je dirais. C'est-à-dire que Jean Jaurès attaquait le côté sectaire de Jules Guesde, voilà, alors que lui savait qu'il fallait en même temps mener la lutte des classes et défendre la République,
c'est-à-dire défendre l'éducation, défendre les valeurs démocratiques qui ont été mises à mal pendant l'affaire Dreyfus, comme vous savez, où l'antisémitisme était là, défendre la laïcité, aussi dans les grands combats sur la laïcité. Il y avait un pot commun à défendre, et Jean Jaurès allait même très loin, puisqu'il a passé des accords dans les années 1910 avec Joseph Caillot, ministre des Finances, pour imposer l'impôt sur le revenu. Vous voyez, ça date de là. Oui, ça date de là, vous voyez. Voilà. Donc, si vous voulez, lui était l'homme de la synthèse. Et Jules Guesde lui disait, oui, mais vous perdez votre âme, et notamment vis-à-vis de ce qu'on appelait les ministérialistes, c'est-à-dire ceux de ces socialistes comme Millerand, qui sont allés dans des gouvernements sans principe. Ça s'est passé en 1899, où Alexandre Millerand est rentré dans un gouvernement sans demander l'avis à personne, dans lequel, même gouvernement, le ministre de la Guerre était le général de Gallifet, qui avait été un des principaux massacreurs de la Commune de Paris. Faut vous dire, vous voyez, parce que ça, c'était quand même des faits. C'est-à-dire que tous les ouvriers, ça s'était passé quand même seulement quelques dizaines d'années avant. Voilà, et on voit, il n'y avait pas un ouvrier parisien qui ne savait pas que le marquis de Gallifet avait sabré les communards, les avait fusillés à la mitrailleuse, etc. Et on rentrait. Vous voyez, et un type qui se prétendait socialiste rentrait dans un gouvernement avec ce massacreur, quoi. Ce massacreur, voilà. Ça, c'était quand même... Voilà. Et Jaurès défendait ce truc. Pour vous dire que les torts étaient partagés. Il ne défendait pas spécialement Millerand, mais il défendait l'idée de la participation. Voilà. Et je vous dis ça, c'est pour vous... On ne peut pas passer trop de temps là-dessus, mais c'est pour vous dire que le mouvement socialiste, comme la classe ouvrière, gagne en importance et en audience, mais en même temps, cette grande synthèse du socialisme français l'affaiblit considérablement. Et on va le voir au moment où et le parti et le syndicalisme révolutionnaire, avec son verbiage aussi tout vers la grève générale, etc., se coucheront devant l'Union sacrée en 1914, quand on déclenchera la guerre de 14. Ce sera une grande déception de voir, ça ne résistera pas à l'Union sacrée. Vu qu'il y avait un type vraiment bien qui lui résistait, c'était Jaurès, on l'a assassiné. On l'a assassiné. Il avait lutté 2 ans avant contre la loi de 3 ans qui signifiait qu'on allait à la guerre. C'est-à-dire que vu qu'il y avait une grande différence démographique entre l'Allemagne et la France, la seule façon de préparer la France à la guerre, c'était de demander à nos jeunes de rester 3 ans sous les drapeaux. Donc le vote de la loi de 3 ans en 1913, ça signifiait grosso modo que la guerre approchait, si vous voulez. Non seulement il y avait des dépenses militaires considérables, mais en plus la approchait. Donc d'ailleurs, quand on juge de ça aujourd'hui, on peut dire qu'à la fois ça a sans doute sauvé la France de l'invasion, mais à la fois ça l'a précipité dans la guerre. Vous voyez, la guerre de 14, c'est un objet historique très compliqué, quoi, de ce point de vue. Et Jaurès y était opposé. Et il a été assassiné par un homme d'extrême droite le 31 août 1914, et ça a été le début pour les Français de la Deuxième Guerre mondiale, car il avait rencontré le jour même, on sait ce qu'il a dit aux gens du gouvernement, qui connaissaient très bien, notamment le sous-secrétaire d'État à l'armement Abel Ferry, qui dans ses notes, et qui montre que Jaurès, lui, n'était pas prêt, a dit, quand bien même je serais fusillé, je dénoncerai cette union sacrée, je dénoncerai, etc. Il préparait son édito pour l'humanité du lendemain. Je n'ai pas pu vous l'amener là, j'aurais bien aimé, mais c'est trop grand. Je l'ai. Voilà, le Jaurès assassiné avec son dernier édito. Voilà. Mais vous voyez, ça a déclenché la guerre mondiale. Et le président du Conseil était René Viviani, socialiste. Le ministre de l'Armement était Albert Thomas, socialiste. Et le président de la République était Louis Poincaré, un homme de droite lorrain, qui était un bout de feu. Donc on rentre dans la guerre. Alors, je voulais, dans chaque séquence, ça c'est la fin de la première, je voulais mettre en exergue des gens du 15e arrondissement. Parce que je trouve ça bien. Donc je commencerai par une femme, Nathalie Lemel, qui est née en 1827 à Brest et qui est morte à l'hospice d'Ivry aveugle en mai 1921. C'est une des figures les plus attachantes de la Commune de Paris. Cette femme arrive avec sa famille de Brest en 1861 et elle s'installe, comme beaucoup de Bretons, à côté de la gare Montparnasse, c'est-à-dire dans le 15e, 12 impasse Béranger, c'est maintenant l'impasse de l'Astrolabe qui donne à Falguière, dans la rue de Vaugirard. Voilà. Après, elle a déménagé, comme tous les Parisiens, les gens bougeaient, mais elle est restée assez longtemps là-bas. Elle était relieuse dans les imprimeries rue Cartier, rue du Cherche-Midi, à Vaugirard, rue de Vaugirard, rue Saint-André-des-Arts. En 1865, elle adhère à l'Internationale. Elle est très amie avec Varlin, qui lui-même aussi est un homme du livre. Et ils fondent avec d'autres, je n'ai pas le temps de vous parler des autres, la coopérative La Marmite, qui est affiliée à la Première Internationale et qui était un système coopératif pour les ouvriers parisiens. Elle dirige des grèves à la fin du Second Empire.
des grèves dans les métiers du livre remarquables, voilà, qui font reculer les patrons. Voilà. Elle a été, pas dans le siège de Paris en 1878, puis pas dans la Commune, une combattante héroïque à la tête d'un bataillon de femmes. C'est eux d'ailleurs qui ont tenu la dernière barricade de la place Clichy. Voilà. Et elle est arrêtée, il faut lire les attendus du Conseil de guerre, où ils lui font aucun cadeau compte tenu de son histoire longue ouvrière. Voilà. Et cette femme est déportée avec Louise Michel en Nouvelle-Calédonie. Et c'est une des rares, d'ailleurs, qui manifestera quelques sympathies avec Louise Michel à la révolte kanak, alors que d'autres transportés communards ne comprennent pas l'émancipation des Kanaks. Voilà. Voilà. Et bon, elle revient, elle soutient Benoît Malon et d'autres socialistes, etc., mais elle est fatiguée, etc. Et aveugle, elle entre en 1915 à l'hospice d'Ivry, qui existe toujours, où elle est morte en 1921. Voilà. Donc cette internationale, c'est 44 rue des Gravilliers, si vous voulez aller voir. Dans le fond de la cour, vous voyez, il y a toujours le truc. Voilà. Dans les marais. Oui, c'est à côté de Beaubourg. Ouais. Voilà. Jules Vallée, alors mais je donne pas d'autres adresses, mais ça, celle-là, quand même, je la donne. Voilà. Je voudrais deuxième figure, Jules Vallès. Pourquoi Jules Vallès? C'est un homme extraordinaire qui a participé à Nantes, où son père est prof à la Révolution de 1848 quand il avait 16 ans. Il est partisan des insurgés de juin. Il essaye de s'embarquer en train pour les rejoindre. C'est les premiers trains. Mais non, on laisse passer que les mobiles, et puis il a 16 ans, qui vont justement les réprimer. Voilà. Il crée sous le Second Empire à Paris. Il devient un des grands journalistes contre le républicain. Il crée son journal La Rue. Puis sous la Commune, son journal célèbre, Le Cri du Peuple. Voilà. Et le 26 mars 1871, il est élu à la Commune, membre de la Commune, par le 15e arrondissement. Par 4403 voix sur 6467 votants. Voilà. Et je voudrais vous citer dans l'Insurgé quelque chose sur le 15e. Je vous conseille, c'est dans le livre de poche, je vous conseille d'acheter un jour l'Insurgé, ceux qui ne l'ont pas lu. C'est un livre remarquable qui se lit, c'est un roman extraordinaire. Voilà. Voilà. Je suis un des 3 élus de Grenelle. Il y en a un qui est inconnu et l'autre, c'était l'aïeul de Paul Langevin, Camille Langevin, le 3e élu. Voilà. C'est que j'ai été jadis petit employé dans la bicoque de la mairie de Grenelle. C'est qu'on m'y a vu, au bureau des naissances, pâlir et écraser des larmes quand le nouveau-né était apporté dans une blouse qu'avait enlevée de ses épaules le père misérable, grelottant sous le froid d'hiver. On se l'est rappelé 10 ans après. Mon nom, jeté par un de ses pères, venu en bras de chemise sous la neige, a été ramassé et porté comme l'enfant dans le bourgeron. Le bourgeron, c'est la veste des ouvriers de Grenelle, du 15e. Voilà. Je voulais vous dire ça, mais il y en a beaucoup plus sur la question. C'est un extrait. C'est un extrait. Et le 3e et dernier personnage de cette époque, qui est totalement inconnu de nos jours, c'est Emmanuel Chauvière, un blanquiste. Les Blanqui, c'était un homme remarquable, dont Marx disait que s'il avait été... qui a passé presque toute sa vie en prison. Donc au moment de la Commune, je crois qu'il est en prison à Belle-Île. Il s'est fait embastiller fin 70 dans une des manifestations pour la proclamation de la République. Et ce type n'avait pas du tout la même conception de Marx sur la façon de prendre le pouvoir. Lui, c'était le coup d'État, les minorités agissantes. Mais Marx considérait que c'était le meilleur des révolutionnaires français et que s'il avait été disponible sous la Commune aurait peut-être pris un autre tour, quoi. Parce que c'était un chef et un homme décidé et qui prenait le parti des ouvriers. Et donc, un de ses camarades, Auguste Blanqui, qui est né à Emmanuel Chauvière, né à Gand en Belgique en 1850, mort en juin 1910 à Paris, typographe, blanquiste, franc-maçon, député socialiste du 15e, de 1893 à sa mort. Il avait été membre de l'Association internationale des travailleurs, car il y avait une certaine confusion idéologique entre les uns et les autres. Il n'était pas seulement membre des cercles blanquistes. Il avait signé le manifeste contre la guerre, remarquable, contre la guerre de 70. Car l'international, les Français, les Allemands, les Anglais avaient fait un truc contre la guerre. Je l'ai là, je pourrais vous le lire tout à l'heure si vous voulez. En juillet 70, il a été un combattant assez héroïque de la Commune aussi, servant dans une des unités, etc. Donc rescapé de la Commune, proscrit lui aussi, il devient le député de Grenelle et de Javel, car Javel était... J'en terminerai là. Avant, était une ville très pauvre, un village, un hameau. C'était un hameau d'ici les Moulineaux, avant d'être rattaché à Paris en 1860, ainsi que Grenelle et Vaugirard par le préfet Haussmann.
où il y avait déjà une vieille classe ouvrière, puisqu'il y avait la manufacture de l'eau de Javel, depuis 1776, qui appartenait au comte d'Artois. Voilà. Et petit à petit, à Grenelle, il y avait des chiffonniers le long de la Seine. Et à Grenelle, petit à petit, sont venus s'installer les usines. D'abord dans le 16e, d'ailleurs juste en face, qui est l'Hublerio, l'usine Morse. Puis ensuite, elles sont venues, il y avait l'usine Caille, qui est devenue Philippe Caille, etc. Et un certain nombre d'usines qui ont fait le front de Seine, avant que Citroën, en 1915, construisent les grandes usines Citroën dessus. Voilà. Donc c'était un endroit ouvrier qui votait assez à gauche. La preuve, c'est qu'ils avaient élu, dès les municipales de 1874, un journaliste radical, c'est Castagnari, comme la rue Castagnari du même nom, qui était un ami de Courbet. Et après, ce quartier, les études statistiques montrent qu'il y avait plus de 50% d'ouvriers dans ces quartiers de Grenelle et de Javel. Et c'était donc ce blanquiste, à partir de 1888, qui a été élu au conseil municipal, puis à la députation. J'arrête sur cette séquence parce que je suis quand même trop long, bien que j'ai saqué tout le début depuis les sources du marxisme et de la révolution. Voilà. Donc la fondation du parti, les premières années, deuxième séquence. Voilà. Alors l'ancien socialisme, donc avant l'été 14, s'est progressivement englouti dans la disparition de l'internationalisme ouvrier et dans la perte d'identité de classe, ce qui a donné lieu à l'acceptation de la guerre de 14. Quand en 1919 la guerre se termine, le contexte a beaucoup changé. Le conflit a produit de profonds changements. L'État français a dépensé 143 milliards de francs or, c'est-à-dire que la France est complètement endettée. La France, qui était un des pays les plus riches, qui pas de prêter à la Russie tsariste, qui avait des intérêts dans le monde entier et dans ses colonies, était vraiment exsangue. Voilà. Ça avait été aussi le triomphe de la production de masse, parce que l'armée engloutissait quantité de fabrication d'armement, le front, et quantité de munitions. C'est d'ailleurs comme ça que André Citroën, a fait sa fortune. Un jour, il a dit, mais moi, là, il n'y avait plus d'obus pour les canons. Et à l'allure où ça allait, il a dit, mais moi, si vous... C'était un ingénieur polytechnicien qui avait travaillé aux usines Morse avant, dans le 15e d'ailleurs, et qui a dit, mais moi, je peux vous construire une usine, etc. Et les obus sont partis de chez nous. Voilà. Les femmes ont été mis aux champs et aux usines, ce qui a complètement changé la situation de la femme, quand même, mais on les a renvoyés dans leur foyer en 1919, quand ce qui restait des hommes est revenu. Il y a eu nombreux profiteurs de l'économie, évidemment, qui ont fait des super profits, et surtout, je crois qu'il faut dire qu'il y a une classe d'âge qui a été décimée. Cette brutalité, cette violence est sans nom. Ça a été un coup de hache brutal dans la population. 1 500 000 morts, grosso modo, dans un pays de 39 millions d'habitants, surtout des jeunes hommes. Et il fallait les chercher. Et on ne parle pas des milliers, des centaines de milliers de gueules cassées, d'invalides, etc. Là, on ne parle que des morts. Mais toute une classe d'âge a disparu, quoi. Vraiment a été anglophile. Ce traumatisme a influencé aussi beaucoup les créateurs, les artistes, et a créé aussi, puisque la France était dans le camp et même a été le principal vainqueur, un nationalisme dangereux, évidemment. Voilà. Donc, si vous voulez... L'absence d'analyse des partis socialistes, la dimension internationale de la guerre et du socialisme, le renouveau des revendications et des protestations sociales, tout ça change le contexte. Dès la fin, il y a eu la révolution d'octobre en Russie, voilà. Et les Français y interviennent. Ils interviennent pour mater la révolution, dont un fort mécontentement, d'abord parce que les gars, ils sont mobilisés, ils voudraient bien être démobilisés après la guerre, et ceux notamment de l'armée d'Orient se retrouvent intervenir en mer Noire, mais il y en a d'autres qui vont aussi à Vladivostok avec les Américains et les Japonais, les Anglais, eux, interviennent par la Baltique, 18 pays interviennent contre la jeune révolution russe. Voilà. Et il y a un énorme renouveau des revendications et de la protestation sociale. Je crois. Il y a vraiment de grandes grèves qui éclatent dès mai 1919, voilà, avec une répression terrible. 18 000 métallurgistes sont licenciés, vous voyez, 18 000 sont licenciés, ils se retrouvent au chômage. La grève des cheminots de 1920, de mai 1920, c'est les cheminots qui sont licenciés, mais quand même, la classe ouvrière, il gagne des conventions collectives, la journée de 8 heures qui sera reprise, des augmentations de salaire et l'arrêt de l'intervention en Russie devant les protestations. Parce que quand l'escadre française en mer Noire se révolte, avec André Marty, avec Vottero, avec tous les marins de la mer Noire, c'est essentiellement pour rentrer chez eux.
On a dit que c'était pour la solidarité avec la révolution bolchevique. Évidemment, il y a un peu de solidarité. Mais grosso modo, les gars, ils en ont marre. Ça fait 5 ans qu'ils sont mobilisés, qu'ils sont sur les bateaux. Un certain nombre de ces bateaux ont coulé pendant les malheureuses opérations des Dardanelles contre les Turcs et les Allemands. Et là, on leur explique qu'ils refont une autre guerre contre les Russes. Donc ils en ont ras-le-bol. Ils veulent rentrer, quoi. Tout simplement rentrer. Voilà. Et ça a été le levier le plus fort de ce côté-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la guerre de 14, c'est aussi la faillite de la démocratie bourgeoise. Et que donc l'ombre de ce grand massacre vers quantité de jeunes gens, mais aussi vers des gens plus âgés comme Marcel Cachin, qui au début avait soutenu l'Union sacrée, qui était le directeur de l'Humanité, les Imervaldiens, etc., eh bien tous ces gens ne croient plus beaucoup à ces grandes paroles de démocratie, etc. Et c'est ce qui fait qu'ils expliquent, ainsi que l'attrait de la révolution russe, voilà, qui explique l'adhésion majoritaire aux 21 conditions posées par la nouvelle Troisième Internationale qui est créée à Moscou fin 1919, si mes souvenirs sont exacts. Voilà. Et d'ailleurs, enfin, je vais vous en parler un tout petit peu. On arrive donc, si vous voulez, à un comité pour l'adhésion à la Troisième Internationale, avec des noms qui ne sont plus très connus aujourd'hui, Boris Souvarine, Pierre Monac et le groupe de la vie ouvrière. Une délégation est envoyée par le Parti socialiste avec Ludovic Frossard et Marcel Cachin, qui rencontrent les nouveaux dirigeants, Lénine, etc. D'autres étaient déjà partis juste avant, notamment Raymond Lefebvre, qui, lui, est revenu, parce que c'était extrêmement compliqué d'aller en Russie à ce moment-là, qui, lui, est revenu par la Baltique et son bateau a sombré. Donc on l'a jamais revu. Un grand dirigeant qui avait une santé très fragile, mais enfin de toute façon là son bateau a coulé, mais qui aurait certainement été un grand dirigeant du Parti communiste, je vous le dis franchement. J'ai amené une de ses brochures pour l'adhésion à l'international, elle est là, en 1920, il a sombré dans les eaux glacées de la Baltique en rentrant, voilà. Mais enfin cette délégation revient et est convaincue qu'il faut adhérer, et puis la classe ouvrière elle pousse à un radicalisme, elle pousse à une rupture avec ce socialiste qui a laissé faire ce grand massacre, quoi. C'est ça. Et donc, quand le congrès de Tours s'ouvre, il ait lieu à Tours, vous savez pourquoi? Parce qu'un certain nombre de dirigeants socialistes avaient peur qu'il ait lieu en banlieue parisienne, pour que la majorité soit encore plus forte pour les bolcheviks. Voilà, donc à Tours, ils se disent, voilà, mais malgré tout, la mention, je vous passe les détails du congrès, mais la motion Cachin-Froissart remporte 3208 voix, et la motion Blum remporte 1022 voix. Et à la suite de ça, il y a même scission se produit entre la CGT et la CGTU. Au congrès de Tours, vous savez, il y a une photo où on voit... Prolétaire. Oui, voilà, prolétaire, etc., dans la salle du manège, au fond. Et il y a on a blanchi, c'était pas Photoshop, à l'époque, on faisait de la gouache, on a blanchi une des personnes qui est sur la tribune. Cette personne, c'est une révolutionnaire héroïque, c'est Clara Zetkin, allemande, qui est venue au nom de l'Internationale. Et ça a une signification qu'un an après la fin de la guerre, l'Internationale a envoyé une femme remarquable, voilà, allemande, au Congrès, et elle sort par derrière, parce que la police veut l'arrêter, elle est clandestine, et on arrive à la faire ressortir. Cette femme qui n'était pas toute jeune, qui était l'amie de Rosa Luxembourg, qui avait été jetée dans la Spree précédemment, elle est spartakiste, voilà, et était à notre Congrès, et dans les délégués qui prennent la parole, il y a aussi un jeune Indo-Chinois, Nguyen Ai Quoc, qui est Ho Chi Minh, et qui est au congrès de Tours. Et qu'on voit, on a la photo de ce jeune homme qui prend la parole au congrès de Tours. Voilà. Pendant que dans les usines Renault, il y avait Chou En-lai ici. Bien, voilà. Donc le Parti communiste se construit, le nouveau parti. C'est un moment de transition. Il y a des hommes qui sont ce parti. Il y a l'homme qui fait la transition entre l'avant-guerre de 14 et l'après, c'est Marcel Cachin, qui avait été délégué national du Parti socialiste à la propagande, qui avait labouré toute la France pour parler, et qui a fait dans ses carnets un tableau de l'oppression, de l'exploitation ouvrière extraordinaire, voilà, qui ont été édités par le scénariste. Il y a Paul Vaillant-Couturier, qui lui vient d'une famille de la petite bourgeoisie, qui a été un capitaine héroïque pendant la guerre de 14, mais qui a pris conscience de ce massacre, et qui est un des hommes, avec Raymond Lefebvre, c'était son ami, qui est un des hommes qui créera vraiment le Parti communiste. Voilà. Il y a Pierre Sémard, qui est un cheminot remarquable,
qui a été dans les années 30 le secrétaire général du parti, mais qui a été écarté par l'Internationale parce qu'il était trop enraciné dans les questions françaises et qui est mort, comme vous savez, fusillé par les Allemands plus tard. Arrivera aussi dans le parti et des hommes dont vous n'entendez plus parler, Alfred Rosmer, Pierre Monade, Boris Souvarine, qui étaient des hommes absolument remarquables, mais qui ont quitté le parti pour des raisons diverses, parce que cette période des 10 ans a été extrêmement sectaire, extrêmement agitée. Et il y a d'ailleurs deux personnes qui incarnent ce sectarisme du début, Albert Train et Suzanne Giraud, une femme, voilà, qui ont été épouvantablement sectaires à l'époque. Il y a aussi le jeune Maurice Thorez, qui fait ses premières armes, mineur, qui fait ses premières armes à 25 ans et qui prend sa sagesse, son autorité dans la lutte anticoloniale comme président de la guerre du comité contre la guerre du Rif au Maroc, où interviennent les Français. Voilà. Donc ce parti, il mène des luttes politiques, il mène des luttes sociales dans ces 10 premières années, il mène des luttes contre le traité de Versailles injuste vis-à-vis des Allemands, qui est une des causes du militarisme allemand, etc. Voilà. Et contre l'occupation de la Ruhr. Il fallait avoir du courage pour organiser les soldats français qui ont réoccupé la Ruhr pour obtenir des réparations, etc. Mais aussi dans les premières luttes anticoloniales, guerre du Rif, guerre de Syrie, guerre d'Indochine, exploitation des Africains, partout, ce qui a quand même changé vis-à-vis du Parti socialiste de l'avant-guerre de 14. Voilà. Le Parti communiste français s'est forgé dans l'anticolonialisme. Voilà. Et puis, la défense de l'URSS. Alors cette défense de l'URSS, comprenez bien, quand la Révolution française a éclaté, tous les républicains de toute l'Europe, et des États-Unis d'ailleurs aussi, des jeunes États-Unis, ont défendu la Révolution française. Jusqu'au moment des guerres de conquête de la Révolution et surtout de Napoléon, où des hommes comme Hein, comme Fichte en Allemagne ont dit « Attendez, la Révolution ne s'exporte pas, là il s'agit d'autre chose ». On est un peu dans cette situation. Dans tous les pays du monde, on défend la révolution russe qui est durement attaquée quand même. Les capitalistes veulent liquider l'Orient rouge, quoi. Voilà. Et en Russie, il y a un débat terrible aussi. Il y a un débat terrible parce que l'idée des révolutionnaires russes de Lénine, de Trotsky, etc., qui ont fait la révolution, c'était quand même de ne pas faire la révolution dans un seul pays. Il faisait pièce sur l'idée que dans le pays le plus développé, où le mouvement révolutionnaire était le plus fort, c'est l'Allemagne. Voilà. Et avec la défaite encore plus, où il y a eu des conseils ouvriers dans tous les pays. Bon, ils se sont dit, on ne va pas être tout seul dans cette histoire. Mais les capitalistes français ont donné la main. Juste retour de Bismarck, qui avait donné la main à l'écrasement de la Commune, en relibérant 100 000 prisonniers de l'armée régulière de Napoléon III pour écraser la Commune. Là, on redonne des mitrailleuses et tout aux Allemands. On ne les désarme pas complètement pour qu'ils puissent écraser l'armée impériale, pour qu'ils puissent écraser à Berlin. Voilà, les Spartakistes, exactement, à Hambourg, où la flotte s'est révoltée, à Munich, où il y avait des conseils soviétiques, et dans la Ruhr, dans une grande entreprise, bref, pour écraser le mouvement révolutionnaire allemand. Et donc, l'URSS, pas par théorie, mais par... là où il y a eu en Italie du Nord, il y a aussi des conseils ouvriers. En Hongrie, Béla Kun prend le pouvoir, etc. Mais partout, l'armée française veille, en Pologne, et dans tous les pays d'Europe, et fait ce qu'il faut pour soutenir la réaction. Les Allemands soutiennent, ce qui reste quand même de la considérable militarisme allemand, soutient la réaction, et la révolution est écrasée dans les pays développés d'Europe de l'époque. Et donc les Russes sont obligés, c'est pas une théorie, de construire le socialisme dans un seul pays. Ben ça, ils vont le payer cher, hein, parce que c'est quand même un pays très arriéré. Voilà. Et que les conceptions, tout ça, non seulement il y a l'encerclement, mais en plus c'est un pays quand même difficile, qui n'a jamais pensé pouvoir construire seul un système différent. Donc la défense de l'URSS, la troisième internationale, à laquelle dont le parti et la section française à l'époque est dans les premières années conçue comme un parti mondial de la Révolution. Et petit à petit, avec cette nouvelle situation, avec Staline aussi qui arrive, tout doucement, ça devient l'instrument de la politique extérieure de l'URSS, pour une part. Voilà. Et donc les directives de l'international sont plus tout à fait ceux d'un centre mondial, mais sont aussi ceux des soviétiques. Vous voyez, il y a quand même une ambiguïté là qui tourne autrement à cause du socialisme dans l'antiparti. Parce que dès le départ, le Parti communiste français est conçu comme la section française d'un parti mondial. Il faut bien comprendre ça, c'est ça, on ne comprend pas bien ce que c'est que cette histoire. Voilà. Mais
parce que les idées ont la vie dure, que la réalité a la vie dure, il devient quand même progressivement un parti politique enraciné dans la réalité nationale. Et il reprend le dessus de ce côté-là. Et ça sera le Front populaire. Vous voyez, voilà. Ce que les fondateurs du parti, d'ailleurs, avaient prévu en 1920-21. Mais cette période de sectarisme en France correspond aussi à deux choses. La nécessité de bolcheviser le parti, d'écarter ce parlementarisme, etc., de faire un parti de type nouveau, mais correspond aussi aux errements de la Troisième Internationale et des luttes de pouvoir dans la très jeune Russie soviétique qui va devenir l'Union soviétique. Alors, j'ai qu'un seul... un type du 15e est totalement oublié, il s'appelait Louis Dutheil, il était employé et il a été conseiller municipal du 15e et puis il a quitté le parti avec ces nombreuses exclusions qui ont lieu dans ces années 20 dont je vous passe le détail, et il a été pupiste mais il s'est désisté au Front populaire pour le candidat communiste, etc. Il est mort tard, il est mort en 1975 à Grasse. On ne va pas le rencontrer pour lui demander ses nouvelles, mais c'est un des fondateurs du parti qui a été élu du 15e, voilà, et qui n'a jamais été en opposition méchante avec le parti. Il s'appelait Louis Dutheil et il était conseiller communiste de Paris dans les années 20. Voilà. Alors, les repères, parce que je crois que c'est ce que je vais essayer de faire. Premièrement, cette séquence des 10 premières années du parti, c'est la construction d'une organisation politique indépendante pour interner les travailleurs, la classe ouvrière, qui sera demain apte à rassembler autour de lui. Ça, c'est vraiment un acquis de ces années-là. Malgré les scories, une organisation qui progressivement sort d'une formation conçue pour gagner des élections, avec toutes les combinaisons parlementaires que ça suppose, pour une organisation qui ne refuse pas les élections, mais veut organiser les travailleurs, les former, leur donner une idéologie révolutionnaire, refléter leurs aspirations, leur donner la possibilité d'intervenir de façon autonome, ce qu'avait prévu un peu Marx, dans le champ politique. D'où l'idée de la cellule, de quartier, du village, et au cœur de l'exploitation capitaliste, dans l'entreprise, c'est une idée neuve et toujours dérangeante, évidemment, parce que la politique à l'entreprise ou dans l'établissement d'enseignement, ça dérange toujours les patrons. Voilà, et évidemment. Mais c'est une idée complètement neuve, et c'est pour ça qu'on y tient beaucoup. Voilà, et que dans des formes qui sont à inventer d'aujourd'hui, telles qu'elles, avec aussi les réseaux, la transversalité, tout ça, moi j'y reviendrai un tout petit peu, c'est quand même une idée qui date de ces moments-là. Voilà un parti qui, pour la première fois, s'organise pour que les travailleurs puissent discuter entre eux, c'est ça la cellule, au plus près, vous voyez, et qu'ils puissent intervenir sur leur quartier, sur leur entreprise, etc. C'est totalement différent de l'organisation du Parti socialiste, par exemple, qui marche par assemblée électorale. La section. Vous voyez, la section. Et c'est pour ça que nous sommes un peu affaiblis et dans une section, mais avec l'idée qu'elle fonctionne comme des... C'est pas le problème des mots, que dès qu'on le pourra et dès qu'on sera plus nombreux, de nouveau, on espère avoir des organisations au plus près des 200 et quelques mille habitants, des habitants du 15e, etc. Ça, c'est une idée particulièrement neuve. C'est une organisation qui prend résolument le parti des exploités. C'est une organisation qui est résolument internationaliste. C'est une organisation qui est résolument anticolonialiste. Voilà. Mais il y a aussi, évidemment, de cette période, des repères négatifs qu'il faut connaître. Voilà. C'est une magnifique épopée, mais il faut quand même connaître les choses. Voilà. Voilà. Ça, je crois. C'est l'obsession, je crois, de la pureté. Voilà. L'obsession de passer pour tiède dans ces années 20, qui, comme l'écrit Mona Ozouf dans un livre récent, Composition française, a pour effet constant dans les mouvements révolutionnaires de multiplier le nombre des impurs, puisqu'il y a des purs, et d'appeler les purges en cascade. Et il y en a eu beaucoup dans les 15 premières années du Parti communiste français, je vous en fais grâce. Mais ça a été très agité de ce côté-là. Voilà. Deuxièmement, l'indépendance politique poussait trop loin. Je vais vous dire, et ce qui a failli servir la montée des fascismes, comme ça s'est passé en Allemagne. Voilà. On peut comprendre les communistes allemands. Pas excusés, c'est pas la question, mais dans les années 20, au moment où montent les putschs d'extrême droite, puis le nazisme, après, il y en a avant Hitler, il y a eu le putsch du colonel Kapp, il y a eu d'autres putschs du même genre, car le grand capital allemand, soutenu par le capitalisme français, américain et anglais, devant les velléités révolutionnaires du peuple allemand, car le mouvement révolutionnaire était très puissant, la désillusion, voilà, sous la République de Weimar, on cherchait une solution d'extrême droite, d'autoritarisme, voilà, qui s'est accentuée encore avec la crise, évidemment, de 1929. Voilà. On peut comprendre
Puis il n'est pas évident de faire l'union avec un parti dont le ministre de l'Intérieur à Berlin a précipité les principaux dirigeants dans l'aspré et a fait l'union avec la pire extrême droite pour réprimer le mouvement spartakiste en 1920. Regardez, 1930, 1920, 10 ans après. On est en 2013, c'est comment? C'est en 2003, je ne sais pas, Lionel Jospin, François Hollande, avait assassiné Marie-Georges Buffet et l'avait précipité dans un canal. Vous voyez, ce serait assez difficile de faire l'union. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le drame, c'est la tragédie de l'Allemagne. Donc je n'aime pas beaucoup qu'on qualifie le sectarisme des communistes allemands sans en perdant de vue. Je veux dire, ce qui s'est passé, parce qu'on ne comprend pas, c'est pas le sectarisme d'un petit groupe de dirigeants, c'est dans la classe ouvrière elle-même. Il y a eu même des endroits, il faut le savoir, où les communistes allemands ont quasiment fait jeu avec les SA, les sections d'assaut Hitler. Il n'y avait pas encore tout ce qu'on a su d'Hitler après, vous voyez, contre ce qu'on appelait les social-traîtres. Voilà. C'est une période extrêmement compliquée. Et dans le Parti communiste allemand, il y a eu plusieurs tendances d'ailleurs. Il y en a qui ont dit il faut passer. Voilà. Nous, on est passé pas loin, mais on n'avait pas la même histoire. Heureusement, on s'en est sorti. Voilà. Donc, il faudra, pour passer au-dessus de cette première de cette première vision de l'international communiste qui change à partir des années 30 et de la montée des fascismes, Mussolini, Salazar, puis Hitler, etc. Et puis après, il y aura eu Franco. Voilà. Mais on l'a surmonté de justesse dans les années 32-34. Vous voyez, mais ça a été très difficile. Parce que d'abord, quand on se sépare, on ne s'aime plus. Hein, regardez ce que fait Mélenchon. Vous voyez, il y a ce côté-là aussi énervé. Et puis, en plus, les socialistes étaient quand même très proches pour beaucoup de choses de gens qui faisaient une politique d'abandon de la classe ouvrière. Quoi, voilà. Et deuxième question négative, la défense inconditionnelle de l'URSS. Comme je disais, il fallait défendre l'URSS. Hein, attendez. Mais il ne fallait pas fermer les yeux non plus sur les conditions de l'édification de ce socialisme qui était extrêmement brutal. Voilà. Et donc là, la défense inconditionnelle de l'URSS, présentée comme un paradis, et tout ça, ça ne va pas. Vous voyez, voilà, il fallait trouver un positionnement un peu... Enfin, c'est facile à dire aujourd'hui, hein, mais comprenez... Quand même, ça avait soulevé un tel espoir chez les travailleurs français que... c'était impossible de dire quelque chose comme l'URSS contre l'URSS sans passer pour un traître. Voilà, exactement. Quelqu'un qui n'avait rien compris et qui ne voulait pas le bonheur des travailleurs. Alors, j'arrive à la troisième séquence, le Front populaire, la guerre d'Espagne, jusqu'à la guerre. Voilà. 1929, la crise avec la crash de Wall Street gagne l'Europe. L'Allemagne s'effondre. En France, la misère, le chômage. Juin 1930, dans la difficulté, émerge un jeune dirigeant dont j'ai déjà parlé, Maurice Thorez, qui devient définitivement le patron du parti en 1933-1934. Il avait été, dans les dernières années de 1920, ouvert avec Pierre Semard et lutté contre les tactiques classe contre classe et contre toutes les manifestations du sectarisme. Mais devant les objurgations de l'international, il avait été discipliné et contre Pierre Semard. Dans un deuxième temps, il avait été le porte-parole de ces tactiques qui avaient ramener le parti à des désastres électoraux, ce qui n'est pas le plus grave, mais aussi à presque une secte de 30 000 adhérents, il faut quand même vous dire, voilà, à l'époque. Et donc il sort de la ligne sectaire au même moment où l'international en sort aussi, parce qu'elle voit la montée des fascismes et des dangers. Donc le mouvement est commun à la fois à la France et à Moscou, si vous voulez. À Moscou, pas au sens de l'Union soviétique, au sens de ceux qui dirigeaient l'international, je pense notamment à Manouilski. Voilà. Et se crée une nouvelle direction du parti. Il est secrétaire général sans en avoir le titre. Voilà. Puis il l'aura en 1934, c'est pas ça qui compte, mais une nouvelle direction du parti avec ses deux vieux compagnons, enfin qui à l'époque étaient jeunes, Jacques Duclos et Benoît Frachon, à eux trois. Une nouvelle direction du parti acceptée par l'international, malgré André Marty, qui lui est à Moscou, le délégué de la France au comité international. À l'autre bout, malgré Jacques Doriot, qui est en France, lui est partisan du Front unique, mais qui n'est pas un homme très sûr. On ne sait pas très bien, c'était un homme courageux, mais coléreux, vindicatif. Et on n'est pas tout à fait sûr
que la police ne le tenait pas dans les mains, on n'en saura jamais rien, ou peut-être un jour on le saura, parce que justement, c'était un homme courageux. Dans tous ces gens qui faisaient beaucoup de prison, qui avaient été beaucoup réprimés, un jour il a tué un flic dans une manifestation. Et on ne sait pas s'il n'y a pas eu... voilà. À l'heure qu'il est, on ne le sait pas. Voilà. À l'heure qu'il est, on ne le sait toujours pas. Voilà. Voilà. Et lui jouait le front unique, contrairement... Mais après, il est tombé... C'est plus le front unique. Après, il a refusé d'aller... discuter à Moscou avec Torres, tout ça dans les années 30, de cette situation et de la composition d'une nouvelle direction, et on a vu que là, il passait à droite, quoi. Et voilà, et il a d'ailleurs fini dans la collaboration la plus extrême avec les Allemands. Voilà. Je vous dis tout ça parce que c'est l'histoire de notre parti, et comme ça. Donc on sort de la ligne sectaire avec Torres, Duclos et Frachon, et avec un délégué de l'Internationale, un jeune dirigeant remarquable, Eugène Fried, Clément, qui était un Tchèque, qui a été délégué. Il y en a eu d'autres dans les années 20, notamment un Berdros qui a écrit ses mémoires, un Suisse, mais là, Fried, on ne sait pas à tel point il y a eu une osmose entre Torres et Fried dans toute l'innovation et la créativité du Parti communiste en les années 34 à 38. On ne sait pas quelle est la part de l'un et la part de l'autre, pour tout vous dire franchement, parce qu'ils étaient vraiment en symbiose complète. Ils étaient si tant en symbiose qu'il a d'ailleurs, c'est pour toi, vécu avec Aurore Torres, la première femme, et élevé les enfants de Maurice, et qu'à un moment, ils ont même tous habité dans le même pavillon à Bobigny. Torres habitait rue de Lourmel. Il a rencontré Jeannette Vermersch, qui était une fort belle ouvrière, qui avait été une dirigeante tout à fait courageuse des grèves du textile du Nord, et qui faisait une école à Moscou. Et quand Torres passe à Moscou dans ces trucs, il rencontre Jeannette, et c'est le coup de foudre. Et Aurore Torres, qui était une femme bien, mais qui ne suivait de ce qu'on sait d'elle, enfin elle a vécu après, elle n'a sans doute pas suivi la dimension intellectuelle de son homme, quoi. Vous voyez, Or Torres était un homme génial, quoi. Quand même, il faut quand même savoir qu'il a appris le grec, le latin, que quand il a été hémiplégique, il a appris à écrire de haute main. Enfin, c'était un homme d'une culture immense. Voilà, alors qu'il n'avait même pas le certificat, vous l'avez le certificat d'études, je ne me souviens pas. Enfin, vous voyez, voilà, mais vous voyez, c'était voilà. Et donc ils se séparent pas tant que ça, puisqu'ils vivent tous les quatre dans le même pavillon à Bobigny. Ça, c'est une petite histoire, mais c'est pour vous dire comment les choses se passaient. Voilà. Et donc Torres allait rencontrer Léon Blum, les dirigeants du Parti radical, etc. Il y avait Fried à côté, on le savait. Voilà. Voilà. Moderne. C'était moderne, beaucoup plus qu'on ne le croit. Oui, beaucoup plus qu'on ne le croit. Voilà, ça c'est la petite histoire. Voilà. Voilà. Donc en 1930, on commence à sortir de cette ligne sectaire. En 1930 aussi, le gouvernement Tardieu organise, avec Sarraut-Tardieu, la faillite de la Banque populaire ouvrière et paysanne qui avait les fonds du parti, de ces coopératives comme la Bellevilloise et surtout de l'Humanité. Il se trouve que celui qui l'a organisé est devenu après un Français libre, André Gillois, que j'ai rencontré d'ailleurs, qui a écrit ses mémoires. C'est là qu'on a vu que c'était vrai, parce que les communistes d'époque ont toujours dit que cette banque avait été très bien gérée, et c'est vrai. Ils ont truqué les comptes, ils sont démerdés pour ça. L'humanité est menacée, voilà, et pour éviter le naufrage, l'Humanité fait appel pour la première fois à ses lecteurs. C'est la création des CDH. Il y a même à l'époque une association nationale des comités de défense de l'humanité. Et je peux vous dire que ça a une signification. Hein. Voilà. Et l'humanité est sauvée. Et c'est l'époque aussi où on fait de la fête de l'humanité plus visible. Parce que les historiens disent que c'est la fête de l'UMA date de 1930. C'est complètement faux. La fête de l'UMA date de 1921. Mais c'était une fête qui était faite avec l'Union des syndicats de la région parisienne et qui n'était pas spécialement. D'ailleurs, on a celle de 1929, on a les images. Si vous allez sur le site de Ciné Archives, vous verrez, c'est extrêmement émouvant. À la clairière des Quatre Cèdres, à Garches, vous verrez, puisque c'est un des lieux avec Besançon, enfin la fête a bougé, elle a été à Meudon, elle a été à Besançon, elle a été à Vincennes, elle a été à Montreuil, voilà. Mais vous verrez cette première fête avec les gens de la Bellevilloise, avec les ouvriers des années 1929, comme ils sont et comme ils s'amusent, et à la gare, la police à cheval et les dragons, pour montrer quand même que c'est surveillé. Hein. C'est-à-dire qu'à l'arrivée des ouvriers en casquette avec leurs enfants et leurs femmes pour s'amuser, il y a la police qui est là. Il faut bien voir que c'était une époque de répression féroce, jusqu'y compris le jour des fêtes. Donc on crée ça. Le 27 mai 1932, un appel dans l'humanité pour créer le mouvement contre la guerre et le fascisme, qu'on appellera après le mouvement Amsterdam-Pleyel. C'est un appel d'Henri Barbus et de Romain Roland, avec un comité de parrainage international. Gorky, Bertrand Russell, Heinrich Mann, Albert Einstein.
C'est en 1932. C'est important, je vous dis ça, parce que les historiens aujourd'hui disent toujours que l'international n'a pas vu arriver le fascisme, etc. Or, ça correspond exactement à ce changement, cette évolution internationale. Hitler n'est pas encore au pouvoir, hein, ça va être l'année d'après, mais ce mouvement Amsterdam Pléiel appelé dans l'humanité, voilà, avec à sa tête donc Henri Barbus, là, mais dont les artisans seront beaucoup Victor Bache, le président de la Ligue des droits de l'homme, qui a été assassiné par la milice, assisté de notre camarade Madeleine Braun, qui avait 25 ans à l'époque et qui était son assistante à ce moment-là, et ensuite qui a dirigé le comité international d'aide à l'Espagne républicaine quand la guerre d'Espagne est arrivée. Voilà. Voilà. Le 30 janvier, je dis ça, mais c'est l'expression de la stratégie de l'international. Ça, vous voyez, les dates existent, quoi. Voilà, il suffit de prendre à la Bibliothèque nationale le numéro de l'Humanité. Voilà, voilà. Contre les menaces de guerre qui reviennent, contre aussi pour la non-agression avec la Russie soviétique, évidemment, et pour l'organisation d'une sécurité collective en Europe devant la montée des fascistes. C'est quand même très important, parce que ce mouvement Amsterdam Pléiel va essaimer dans toute la France, et ce sera quand même la rencontre des intellectuels, des couches moyennes avec le jeune parti communiste français, et ça c'est un des ferments, un des leviers du Front populaire qui se met en place dès 1932. Parce que le 30 janvier 1933, le président Hindenburg, le maréchal, nomme Hitler chancelier, avec von Papen, mais qui ensuite partira comme ambassadeur à Ankara. Voilà. Donc le mouvement animé par Victor Bache déploie à ce moment-là 1800 communautés de base. Il devient le carrefour de tous ces immigrés allemands à Paris. Et la résistance au fascisme qui monte dans toute l'Europe s'organise. De 1932 à 1936, il y a de très dures luttes sociales. Il y a des marches de la faim. Les communistes sont des rassembleurs. Et une nouvelle génération de communistes émerge, de dirigeants immensément populaires. Personne n'en parle. Mais Jean Catela à Amiens, il sera fusillé aussi par les Allemands. Jean Catela à Amiens a une popularité énorme. Énorme. Des milliers, des dizaines, on a des films, on voit des meetings au centre d'Amiens avec 50 000 personnes, des marches de la faim, etc. Et Lucien Sampex, ouvrier pauvre des Ardennes. Les patrons des Ardennes, ils appelaient les ouvriers en lutte les petits Sampex. Pour vous dire. Après, il remontera à Paris, il sera le secrétaire général de l'Humanité, il dénoncera la presse pourrie, il y aura un procès qui gagnera en juillet 1939, voilà, et il sera un des faiseur de l'humanité clandestine, il sera arrêté et fusillé à la centrale de Caen en 1941. Mais cet homme, qui est un ouvrier très pauvre, voilà, est tellement populaire que c'est les patrons eux-mêmes qui disent les petits Sampex, en parlant des ouvriers révolutionnaires des Ardennes, qui sont des Rudes, hein, et de Reims, et tout ça, puisqu'il a après dirigé toute la région. Ce sont des dirigeants communistes nouveaux, nationaux, comme les Pierre Sémar aussi chez les cheminots, lui est un peu plus ancien, et pas seulement des révolutionnaires internationaux. Je crois que c'est important. Martha Desrumeaux, aussi dans le Nord. Voilà. Il y a toute une nouvelle génération chez les ouvrières du textile. Voilà. Il y a toute une nouvelle génération qui va façonner le nouveau Étienne Fajon, instituteur dans le Languedoc, qui ne mange pas à sa faim et qu'il faut nourrir quand il arrive à pied ou en bicyclette. Voilà, il l'explique très bien dans ses mémoires aussi. Vous voyez, c'est toute une dans toutes les régions de France, j'en oublie, mais c'est pour vous donner cette idée. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un parti de l'international, mais les historiens qui réduiraient ça ne comprendraient rien à ce qui est en train de se passer. Parce que la lutte contre l'exploitation capitaliste, l'idée qu'on peut s'en sortir, l'idée qu'on peut gagner, l'idée qu'on peut rassembler, eh ben, tous ces hommes dans leur région la mettent en musique. Voilà. Et au plan national, c'est Torres, c'est Frachon, qui en même temps est syndicaliste, c'est Duclos, voilà, et c'est Fried, évidemment, et tous ces gens surmontent le sectarisme dans de très très dures luttes sociales. Voilà. Et le parti, devant le danger fasciste, la montée des ligues en France même, fait le choix, non sans difficulté, de l'union. Se rapproche des intellectuels avec le comité de vigilance antifasciste, animé par Paul Langevin, qui est proche des communistes, et Paul Ribet, qui est socialiste, voilà, et veut répondre aux aspirations des salariés qui sont durement éprouvés. Le 6 février 1934, il y a une manifestation à Paris contre le scandale par l'extrême droite. Voilà. Et la République résiste de justesse, les gardes républicains d'ailleurs résistent bien, mais il y a des morts. Voilà. Et du 9 au 12 février, les communistes organisent la riposte et les ouvriers, il y a 2 morts, voilà, et il y a des barricades dans tout l'Est et le Nord de Paris. Et le 12 février, il y a 2 cortèges qui se font. Place de la Nation, le 12 février 1934,
un cortège communiste et un cortège socialiste, et les deux se retrouvent. Des centaines de milliers de gens, et ça n'était pas prémédité. Enfin, les deux cortèges se fondent, et après 10 ans d'une lutte acharnée entre les deux branches du socialisme français, c'est un événement extraordinaire. Tout le monde comprend que quelque chose est en train d'arriver. C'est là que je voudrais vous placer Jean-Pierre Timbaud, parce que c'est le 15e, et c'est Citroën. Voilà. Jean-Pierre Timbaud, et c'est en 1933 que ça se passe, justement. Voilà. Jean-Pierre Timbaud, c'est un militant inlassable, comme Catla Amiens, comme ça, qui est un ouvrier qui a une aura prestigieuse à la porte de toutes les entreprises de la métallurgie de France, mais surtout la région parisienne. Voilà. Et aussi quand il va, en 1937, haranguer les volontaires des brigades internationales sur le front d'Espagne. En 1931, Roger Santuc le racontait dans ses mémoires, qui était son chauffeur, il a été sauvé à Ballard à peine des gardes à cheval quand il prenait la parole à la porte Ballard des usines Citroën. Il y avait 15 000 ouvriers, 18 000 ouvriers à ce moment-là. Voilà. Et les gardes foncent au galop. Le gars le sort de son réverbère où il parlait, il l'emmène. Roger Santuc, qui a été un résistant, raconte ça en rigolant dans ses... Voilà. Et à la porte des usines Citroën, les journaux sont distribués par les ouvriers d'autres usines, le Alstom et de chez Rodier, qui est dans le 15e, et réciproquement, les gars de chez Citroën vont distribuer les journaux chez eux. Le 28 mars 1933, je dis ça parce que ça a quelques échos aujourd'hui, la direction de chez Citroën annonce des réductions de salaire de 18 à 20%. On réduit les salaires de 20%. Voilà. Jean-Pierre Timbaud organise, alors que la répression est très dure, la grève des 18 000 métallos, atelier par atelier. Il y a lockout, et les délégués ont eu le temps d'être élus, donc les gars restent à la porte, et à un moment donné, quand ils rentrent, le comité central de grève unitaire, ce qui est nouveau en 1933, est là, entre CGT et CGTU, voilà, et la grève est relativement victorieuse, et elle fait reculer tout le patronat de la métallurgie de la région parisienne, et c'est vraiment un des premiers signaux de la mobilisation ouvrière pour le Front populaire. C'est chez nous, c'est à Citroën, et c'est avec Jean-Pierre Timbaud, voilà, qui plus tard sera interné au camp d'Incourt, puis de Châteaubriand, et mourra fusillé à Châteaubriand, après avoir organisé avec Charles Michel, tous les deux, l'évasion des 4 qu'on avait décidé de faire évader, pas eux, c'est pourtant eux qui l'ont organisé, Eugène Hénaf, Henri Reynaud, je ne sais plus les deux autres, je vais les retrouver tout à l'heure, voilà, et qui meurt en criant « Vive le Parti communiste allemand ». Voilà. C'était un homme extraordinaire, voilà. Je continue. Voilà. On arrive en 1935 où il y a des accords Staline-Laval. Laval, président du Conseil de droite, devant la menace, est obligé d'aller à Moscou et conclut un accord. Et les communistes qui étaient farouchement antimilitaristes, ils avaient même un journal en direction de l'armée qui s'appelait Les Gueules de Vache, pour vous dire. Voilà. Donc, voilà. Pour vous dire à quel point. Voilà. Ils découvrent un communiqué de Staline qui dit « Nous comprenons les nécessités Nous avons rencontré le président Laval et nous comprenons les nécessités de la défense nationale. » Ça fait réfléchir. Hein. Voilà. Et là, ça fait réfléchir. Au début, ça heurte. Mais tout le monde réfléchit que le fascisme est à nos portes. Oui. Voilà. 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 Et le 14 juillet 1935, il y a un grand défilé. Et le Front populaire s'avance. Février 1936, le Front populaire triomphe en Espagne. Mars 1936, Hitler remilitarise la Ruhr, et Albert Sarraut, qui est le président du Conseil intérimaire, qui est d'ailleurs aussi qui a été gouverneur général d'Indochine, ministre des colonies, et qui possède aussi les bordels les plus célèbres, le Sphinx. Vous voyez, entre autres choses, pour vous dire l'homme sympathique, radical de droite, dit « Nous ne laisserons pas Strasbourg sous les canons, sous le feu des canons allemands ». C'est totalement faux, il le laisse, Strasbourg, alors que les généraux de la nouvelle Wehrmacht disaient à Hitler « Mais il ne faut pas faire ça, on n'a que quelques troupes avec des chevaux, les Français ont des troupes de couverture vachement efficaces, avec des chars d'assaut et tout, ils rentrent et Hitler est fini ». Mais personne n'est rentré contre cette violation du traité de Versailles pour en finir avec Hitler, et c'est bien malheureux, parce que là, il aurait suffi de quelques milliers d'hommes, et c'était la débandade. Voilà. Voilà. Alors, du 2 au 5 mars 1936, toujours, c'est pour vous dire tous ces événements qui sont terribles. Du 2 au 5 mars 1936, c'est aussi le congrès de Toulouse de réunification de la CGT, c'est vraiment la prémisse du Front populaire, et les élections arrivent en mai 1936, et le Front populaire, il gagne.
et 72 députés communistes sont élus. Et immédiatement après, c'est des occupations d'usines. La classe ouvrière occupe ces usines, c'est la fête, mais en même temps, c'est des occupations d'usines. Pourquoi on occupe les usines? Il faut quand même vous dire que les patrons, si on ne les occupait pas, lockoutaient. C'est-à-dire qu'après, les ouvriers ne pouvaient plus se réunir. C'est comme ça qu'est née cette idée d'occupation d'usine. C'était pour pas que les patrons puissent faire le lockout. Tant qu'on reste dans l'usine, voilà. Et c'est, au bout de quelques semaines de grève, les accords Matignon qui donnent des choses extraordinaires à la classe ouvrière, quoi. Les congés payés, les 40 heures, des augmentations de salaire énormes. Voilà. Si j'ai là un texte célèbre de Benoît Frachon qui mène les négociations devant les patrons. Ça se passe, c'est-à-dire que le président du Conseil, c'est chez lui que se passe, comme en mai 68 d'ailleurs, se passe la négociation. Voilà. Alors, il y a beaucoup de... Il y a donc beaucoup d'espoir dans la classe ouvrière française, c'est remarquable. Les accords Matignon sont donc signés. Dans le même temps, l'Italie, qui a sauvagement agressé l'Éthiopie pour agrandir son domaine colonial, Mussolini, en utilisant les gaz, les avions, les trucs, et en massacrant des dizaines de milliers de gens, occupe Addis Abeba. Et en juillet 1936, le 16, si mes souvenirs sont exacts, la guerre d'Espagne éclate avec le putsch de Mola et de Franco. Et c'est la non-intervention, je vais vite. Blum essaye d'aider un peu, mais charge le directeur général des douanes, charge l'équipe de Jean Moulin et Pierre Cotte, le ministre des Affaires, d'aider les républicains espagnols légalement, hein, puisque c'est le gouvernement républicain qui fait un appel à la France. Voilà. Mais le gouvernement républicain lui-même, il est vérolé, et notamment l'attaché militaire à l'ambassade d'Espagne à Paris publie dans Gringoire, dans les journaux d'extrême droite français, le contenu de l'aide militaire qui se prépare. Et là, Blum recule. Les Anglais, avec Chamberlain, le font reculer aussi. Et Blum privilégie l'alliance anglaise. Voilà. Et contre l'avis des communistes qui mènent une bataille pour le soutien, contre l'intervention des avions, des canons pour l'Espagne, etc. C'est la non-intervention. C'est la création de brigades internationales parce que dès 1937, l'Allemagne fait de l'Espagne le terrain d'expérimentation de sa nouvelle stratégie militaire en envoyant ses avions d'assaut, les Stuka, et un groupe blindé, c'est la Légion Condor, voilà, et que les Italiens de Mussolini envoient 4 divisions mécanisées, et donc ça fait basculer évidemment dans le sens de Franco, voilà, et dans le sens des putschistes. À ça répondent les brigades internationales, le Parti communiste les organise. C'est essentiellement le Parti communiste français. D'ailleurs, tout transite par la France, même s'il y a des internationaux de tout. Il y a un bataillon américain, il y a des antifascistes allemands, il y a des gens remarquables de toute l'Europe. Mais enfin, la moitié des brigades, c'est les Français. Et ceux qui l'organisent, c'est les Français. Hein. C'est en France que ça se passe. On organise aussi, avec l'aide de l'international, une compagnie maritime. C'est le jeune Georges Gosselin qui l'organise, France Navigation, pour porter des armes et du matériel à l'Espagne. On organise la solidarité matérielle, le lait, les trucs comme ça, les femmes françaises, l'Union des jeunes filles de France, le secours populaire, qui s'appelle le secours rouge. À ce moment-là, tout le monde organise la solidarité. C'est quand même un grand moment pour les Français. Mais je dirais qu'à l'immense promesse du Front populaire succède la contre-offensive de la réaction, le temps des renoncements. En Europe, les nuages s'accumulent. Le 1er novembre 1936, c'est la proclamation de l'axe Rome-Berlin. Le 25 novembre, c'est le pacte anticominterne germano-japonais que rejoindra Mussolini un an plus tard. En 1937, c'est l'intervention, comme je disais, nazie et espagnole et italienne en Espagne qui renverse un peu les choses. En mars, c'est l'Anschluss et Hitler digère l'Autriche. Et en septembre, ce sont les accords de Munich que signent Daladier et Chamberlain avec le démembrement de la Tchécoslovaquie par l'Allemagne, avec l'aide de la Pologne, d'ailleurs depuis du colonel Beck, et de la Hongrie, hein, qui chacun prenne un petit morceau. Voilà. Et en 1938, après cette horrible chose, voilà, ce sont les décrets-lois en France. Et on reprend aux ouvriers français ce qu'on leur avait donné au Front populaire. Et la grève générale est un échec. Et une grande quantité de dirigeants sont licenciés. Le 6 décembre 1938, il y a un pacte de bon voisinage entre Ribbentrop, Daladier et Georges Bonnel, ministre des Affaires étrangères français. Vous pouvez trouver sur Internet
la réception au Quai d'Orsay. À cette réception, d'ailleurs, pour ne pas vexer Ribbentrop, on n'invite pas les ministres juifs du gouvernement, ni Georges Mandel, ni Jean Zay. Vous voyez, on en est déjà là. Oui. On fait une pause, on fera après ou pas? Écoute, dans une seconde. Voilà, je finis cette partie. Hiver 39, la retirada, c'est la fin de la guerre d'Espagne. Des centaines de milliers d'Espagnols sont parqués honteusement dans des camps. Pétain devient ambassadeur de Daladier et de la République française auprès de Franco et serre la main à Franco avec beaucoup de contentement. Voilà. Voilà. C'est l'occupation, l'hiver 39, du reste de la Tchécoslovaquie par Hitler, au mépris évidemment de ses engagements, et aussi de Memel en Lituanie. Voilà. Et le 10 mars, à la tribune du 18e congrès du parti bolchevique, Staline avertit tous ceux qui ont pour objectif, je prends ces mots, de détourner les visites d'Hitler vers les riches terres d'Ukraine. C'est-à-dire que le pacte germano-soviétique se prépare. Il dit, vous ne voulez pas d'accord avec nous, au moment de Munich, il a vraiment cherché un accord de revers entre la France et l'Angleterre d'un côté, et là, vous avez des conversations militaires qui ne donnent rien avec nous. Les Polonais ne veulent pas nous voir, ils ont d'ailleurs participé à Munich du côté de Hitler, et maintenant c'est eux qui sont les prochains sur la liste. Voilà, ben, nous, on est prêts à aller, mais attention, on est maintenant le 10 mars, après tous ces renoncements des démocraties, comme on dit, on ne va pas se laisser détourner la machine de guerre hitlérienne contre nous, ne comptez pas pour nous là-dessus. Le 3 mai, puisque rien ne se passe, il écarte son commissaire des affaires étrangères, Litvinov, qui était un partisan acharné de la sécurité collective, en dépit des reculades britanniques et françaises, puisqu'il y a des conversations d'état-major avec le mandat de rien conclure, et le remplace par Molotov, qui est cyniquement son chef de gouvernement et qui devient en même temps le commissaire aux affaires étrangères. Et le 23 août, c'est le pacte germano-soviétique qui annonce la Deuxième Guerre mondiale. Alors, les repères de cette période, si vous voulez, c'est d'abord un parti qui, de secte, 30 000 adhérents, explose et passe à 300 000 adhérents. C'était il y a 30 ans, j'étais dans le 7e arrondissement. On a organisé une soirée sur 1936. Et les camarades qui n'étaient pas d'accord avec le parti de masse, on les a fait parler. Mais il y avait encore beaucoup de militants en 1936. Ils ont expliqué comment tous les 15 jours, les cellules se divisaient en deux. Tellement il y a eu un afflux d'adhésion. Voilà. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, c'était une période où le parti montait après le programme commun. C'était peut-être il y a 40 ans, malheureusement. Voilà. Il y avait encore beaucoup de survivants dans le parti, de militants de ces années 36. Voilà. Ils expliquaient ce parti, voilà. C'est un parti qui a été capable d'innover, de créer, en prise avec le monde, avec la sociologie. La figure de l'ouvrier de l'époque, c'est la figure du métallurgiste de ces grandes usines d'aéronautique, d'automobile, etc. C'est un parti qui a été capable d'unir le drapeau rouge et le drapeau tricolore, la Marseillaise et l'Internationale, de se rassembler avec les catholiques, une large union en clair. C'est un parti qui rencontre le monde de la culture, Aragon, Signac, Éric Satie, Paul Langevin, un parti attractif, bien sûr, et tous ces contacts vont servir dans la résistance et à la libération. Voilà. C'est un parti d'espoir et d'optimisme. C'est remarquable, tous ces lutteurs. La misère était encore plus grande qu'aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a une des leçons de ses camarades, de Charles Michel, de Jean-Paul. C'est quand même cet espoir, cet optimisme, et qui était capable de donner à la classe ouvrière française. Évidemment, il y a des aspects négatifs, il y en a toujours. C'est un parti sans doctrine économique immédiate, puisque la vision, c'est la révolution. Pourquoi s'emmerder à avoir une doctrine économique immédiate? Vous voyez, voilà. C'est l'impensé d'une autre voie que celle de la dictature du prolétaire empruntée par l'URSS. Voilà, on y reviendra. C'est un parti français qui n'aide pas beaucoup les autres ruisseaux du mouvement ouvrier, par exemple le mouvement coopératif qui s'est éteint dans les années 20. Voilà. L'esprit des mutuelles que remontera dans le désintérêt Louis Calisti à Marseille et ensuite dans la mutuelle des travailleurs en 1945-46, mais qui ne sera pas soutenu. C'est aussi le problème de l'URSS, l'ombre de Staline. L'ombre de l'URSS de Staline, c'est Janus. C'est-à-dire, c'est à la fois l'Union soviétique de ces pays, la construction d'une base industrielle et agricole remarquable. Voilà. C'est à la fois l'accès de masse à l'éducation, au savoir et à la culture. C'est donc pas que des films de propagande, quand vous voyez des colcosiens avec des fleurs, etc. Ces gens qui étaient dans le servage, qui sortaient des famines et tout, ils se prennent leurs affaires en main. Mais en même temps, ce sont les procès de Moscou, c'est la terreur de masse. Après la famine en Ukraine, qui a fait 4 millions de morts, et qui a été organisée quand même par la découlakisation, c'est-à-dire qui a été laissée faire, comme les Britanniques l'ont fait aux Indes, 10 ans après, au Bangladesh, pour pas que les Indiens se révoltent, ils ont
laissé la spéculation sur les grains pour qu'il y ait eu les mêmes 4,5 millions de morts au Bangladesh en 1944-45. Je vous le dis, à ce qui est maintenant le Bangladesh, qui à l'époque était dans les Indes. Voilà. Ben, Staline a fait pareil, c'est-à-dire qu'il a laissé mourir des paysans, je dis bien 4 millions de paysans. Voilà, dans les années 30. Voilà. Et la terreur de masse, d'août à 1937 à novembre 1938, c'est 1 500 000 personnes arrêtées et la moitié tuées. Je crois qu'il faut qu'on se dise ces choses-là. Excusez-moi, moi je fais l'histoire du parti comme elle est. Voilà, même si on n'est pas comptable des soviétiques. Mais on savait à cette époque. Non, mais certains pressentaient les procès de Moscou et on les a maltraités. Quand André Gide a écrit Retour d'Urs, par exemple, je prends cet exemple, mais Crevel aussi, d'autres, on les a maltraités, je vous le dis franchement. Voilà. Ils ne pressentaient pas que c'était à ce point-là. Voilà. 20 millions de personnes entre 1930 et 1953 sont passées par les camps, le goulag, camps divers, de diverses brutalités. Voilà, 1 adulte sur 6 en Union soviétique. Voilà. Et 2 millions y ont péri entre 1933-34 et 1953, la mort de Staline, si vous voulez. 2 millions, voilà. Et d'ailleurs, sur intoxication des services d'espionnage nazis, qui ont fait passer ça par les Tchèques qui y ont cru, et qui ont fait savoir indirectement que l'état-major soviétique était vérolé, et donc les meilleurs généraux soviétiques ont été décapités, dont le maréchal Tukhachevski, qui était un militaire remarquable et qui a bien manqué 2 ans plus tard. Alors ça, c'est une intoxication des nazis, on l'a su après. Et je terminerai cette partie, excusez-moi, c'est vrai que je suis beaucoup trop long, par Charles Michel, qui était le député du 15e, un vrai Parisien, né dans le 20e, bien sûr, ouvrier de chaussures, 10 fois licencié dans les usines de chaussures, déjà attiré tout jeune par les grèves de 14-18, par les échos de la Révolution russe, moniteur FSGT, sportif, secrétaire général de la FDCGT des Curespo, député du Front populaire à Javel à 33 ans, voilà. Actif aussi pendant la guerre d'Espagne pour l'ouverture des frontières aux Pyrénées, etc. Mobilisé, déçu de son mandat en février 40, sous la direction de Jean Catelin, organise les comités populaires dans l'été 40 après la défaite, arrêté début octobre, au moment où il s'apprêtait à passer dans la clandestinité, et au camp de Châteaubriand, c'est un des gars avec Tintin, on l'appelait Tintin, avec Timbaud, les plus extraordinaires, qui prépare justement l'évasion de Fernand Grenier, d'Henri Reynaud, Léo Mauvais, d'Eugène Hénaf, qui dirigera les syndicats de la région parisienne à la Libération, mais pas eux deux. Et il les prépare, parce qu'on ne pouvait pas en faire évader plus, voilà. Et il est désigné le premier comme otage, par qui, en fait, les Allemands, après l'attentat contre un officier allemand à Nantes, par Pucheux, le ministre de l'Intérieur, qui ciblait d'abord les leaders communistes et syndicaux les plus forts. Voilà. Et il est fusillé le 2 octobre 1941 à Châteaubriand. Voilà. Moi, j'ai une question. Oui, je suis trop long. C'est quoi la position du Parti communiste français, de son organe de l'humanité, quand il y a les accords de Munich, quand il y a l'Anschluss déjà, quand il y a les accords de Munich, et juste avant le pacte germano-soviétique? Est-ce qu'on le voit venir? Et est-ce qu'il commence à dire, bon, Hitler, c'est peut-être pas le plus gros problème? Dans la réalisation, quand même, tu sais, dans les vues du parti, et disons, quand tu dis, oui, il avait une vue que de la révolution, et on ne voyait pas les choses concrètes de la réalisation du parti, il y avait quand même les premières municipalités ouvrières. Absolument, très important. Voilà. Tout à fait. C'était les premières réalisations du parti où le peuple a vu les premières réalisations, c'est-à-dire, je t'en parle parce que mes parents, bien sûr, ben oui. Nous, on les a vus, c'est-à-dire les premières colonies de vacances pour les gosses, le communisme qu'on a appelé le communisme municipal, remarquable. Ivry dès 1925, voilà. Pour répondre précisément, j'ai là le texte, je les ai amenés. Les 72 députés communistes ont voté contre les accords de Munich. Déjà, le Front populaire, il faut dire, avait engagé un énorme programme de réarmement. Ça, on peut mettre ça au crédit de Léon Blum. Malheureusement, il n'avait pas viré du Conseil supérieur de la guerre les généraux défaitistes comme Pétain, comme Gamelin, etc. Donc cet effort de réarmement a été mal orienté. Mais quand la guerre est arrivée, il y avait beaucoup plus de matériel qu'on veut bien le dire. Et voilà ce que dit Gabriel Péry, rédacteur en chef de Politique étrangère, député d'Argenteuil, qui était le porte-parole du parti sur les questions internationales. On se demandera demain avec stupeur comment une bourgeoisie qui a occupé la Ruhr à l'époque de l'Allemagne républicaine abandonne à l'Allemagne de Hitler la Rhénanie, l'Autriche et la Tchécoslovaquie.
Et l'on arrivera à cette conclusion que dans ces attitudes contradictoires en apparence, harmoniques en réalité, l'amour de la paix et l'intérêt national ne tenaient pas un très grand rôle. Voilà. Les communistes, seuls les députés communistes et un député de droite, je crois que c'est Pertinax, ont voté, non c'est Marin, ont voté contre les accords de Munich. Et Blum parlera du lâche soulagement. Et j'ai là le numéro du populaire des accords de Munich, il est là-bas. Vous pourrez voir l'éditorial du secrétaire général du SFIO de l'époque qui a sombré dans la collaboration, Paul Faure, c'est pas le cas de tous les socialistes, hein, mais qui a sombré dans la collaboration. Voilà, c'est vraiment le lâche soulagement. Ils soutiennent Daladier. Et on dit que quand Daladier est arrivé au Bourget de retour des accords de Munich, et qu'il a vu toute cette foule qui venait l'acclamer, il a dit, il avait peur, il pensait que c'était pour le lyncher. Voilà. Et quand on lui a dit, mais non, monsieur le président du Conseil, c'est pas pour ça, il a dit, allez con. Parce que lui, il avait bien, voilà, dans l'avion, en descendant de l'avion. Voilà. J'en aurais des anecdotes comme ça, bon, j'arrête, excusez-moi, je suis trop long. Je vois que je suis beaucoup trop long. Et il me reste encore la fin. Il faut de cheminée, là. C'est passionnant.